Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire de la FAPBM sur la gestion des feux dans les aires protégées. Donc, je suis Ruud, responsable communication et plaidoyer de la Fondation pour les aires protégées, la biodiversité de Madagascar. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, donc, je prie à tout l'auditoire de renommer votre profil si ce n'est pas encore le cas. Donc, mettre votre nom, prénom et l'entité duquel vous venez. Je vous prierai aussi, donc comme c'est un format plutôt réunion et non webinaire, de désactiver vos sons et vos caméras pour permettre une meilleure fluidité de nos échanges. La session est enregistrée. Elle se structurera en deux parties, donc 45 minutes environ de présentation et de partage de nos gestionnaires, et on aura 30 minutes pour les discussions. D'ores et déjà, vous êtes invités donc à soumettre vos questions et remarques dans le chat tout au long de la conversation, tout au long des présentations, et les intervenants se feront le plaisir de vous répondre à la fin de leur présentation. Voilà pour ce qui est des considérations préliminaires. Maintenant, pour ce qui est du thème, donc le feu est le principal responsable de la déforestation à Madagascar, et chaque année, on perd entre 50 000 et 100 000 hectares de forêt. Et avec, nous perdons aussi les services qu'elle nous apporte, comme la purification de l'air, la protection contre l'érosion du sol, la prévention contre l'ensablement. Comment les aires protégées gèrent cette menace, dont les raisons sont multiples. Voilà le sujet de notre discussion aujourd'hui. Donc, pour introduire brièvement la FAPBM et un peu la raison d'être de ce webinaire, je demanderai à Monsieur Alain Livraradson de prendre la parole. Donc, je le présente brièvement. Économiste de formation, il a poursuivi une longue carrière d'entrepreneur avant de devenir diplomate auprès de l'ambassade de Madagascar à Bruxelles. De 2015 à 2019, il a été administrateur de la FAPBM et notamment président du comité d'investissement. En fin 2019, il est devenu donc le directeur exécutif de la fondation. Donc, Monsieur DE. Bonjour, merci Ruud. Je voudrais juste m'assurer qu'on entend bien. Ruud? Oui, très bien. Oui, merci. Avant de continuer en malgache, je voudrais m'adresser aux participants qui sont non malgachophones. Et je voudrais excuser d'avance à ces personnes parce que un certain nombre d'intervenants ont souhaité intervenir en malgache, compte tenu de la difficulté et de l'importance de la tâche. Et la très grande majorité des participants sont malgaches, et donc très probablement une très grande partie de ce webinaire se fera en malgache. Mais nous ferons un résumé en malgache et en français de ce webinaire que nous partagerons volontiers. Donc je tenais à faire cette mise au point et à présenter par avance mes excuses à ceux qui ne parlent pas malgache. Mirabatsika rehetra amin'izao webinaire zao. Alohan'ny alohantsika an'ilay webinaire dia sika hizara vaovao mampalaelo aminareo fa nodimandry ny DG any MNP mamy Rakoto Arjona androany. Ilay vaovao mampalaelo izy moa efa narary efa elaela fa niady mafy izy
tamin'ny fitsaboana tamin'ilay aretina efa nandritra ny volana vitsivitsy nefa resy ny aretina izy dia maty tamin'ny androany raha tsy diso androany maraina. Raha ho an'izay nahafantatra azy moa izy lehibe ny sitiny ranomafana topokalamamy Rakotoarjona dia aveo lasa directeur en opération DOP ny fonction azy ary nanomboka tamin'ny taona 2014 dia lasa directeur général ny AMNP ka dia miaraka dia izay mahatsara ny fianakaviantsika ny razana moa mbola nivelany ary mbola olazainy ny AMNP amin'ny manaraka angamba amin'ny fotoana izay mamety azy rehefa ny vaovao momba ny famandrina sy ny zavatra mikasika izany. Izay fa dia mitondra-bavaka isika angamba ny fianakaviany topokalamamy Rakotoarjona androany ary angamba atolotra ho azy fahatsiarovana azy ty webinaire ity satria anisany niady mafy tamin'ny hafa ny topokalamo tamin'ny vahavelona ka dia mahatsara azy tsika androany. Ny izay angamba tsy ho ela fa ny fondation manaka ho fantatrareo dia mpamatsy vola. Mpamatsy vola ny faritra Arovana. Dia ararodiko satria nareo maromaro androany apita hafatra kely. Izahay dia manana ahoana moa zany fitaovam-pamatsiana vola 3 karazany ny fondation. Ny voalohany dia ny famatsiana vola isan-taona. Iny ny fantatrareo ataontsika hoe subvention annuelle. Faritra Arovana 7.7 zao misitraka an'io famatsiana vola isan-taona io ary amin'ny herintaona dia hiakatra amin'ny 80. Io ireo isan'ny faritra Arovana ireo. Izay ny tena fantatry ny olona fa manana fitaovam-pamatsiana anankiroa avy izay tiako ampahafantarina ampatsahivina anareo. Ny voalohany dia natao hoe FIS, Fonds d'intervention spéciale. Raha misy nizaniza mpitantana faritra Arovana izay averiko tsara izay nizanizy ianareo na efa miara-miasa amin'ny fondation na mbola tsy miara-miasa amin'ny fondation dia afaka mangataka an'io faritra io FIS io na Fonds d'intervention spéciale. Amin'ny ankapobeny fotsiny inona no tena mety ilaina an'io sanatria misy loza tapaka zany any amin'ny faritra Arovana any. Ohatra misy tsodradrano, ohatra misy cyclone, ohatra misy afo zany resantsika androany, ohatra misy miditra tapaka any amin'ny faritra Arovana, misy olona manapaka hazo, ohatra koa mety misy zavatra isan-karazany zany izay tapaka ka ilaina vonjy dia afaka manampy izay. Ny zavatra tsotra ataonareo ianareo zany mpitantana faritra Arovana rehefa misy loza manoseo any amin'ny biby amin'ny faritra Arovana amin'ny olona manodidina dia ny zavatra afaka ataonareo voalohany dia manatona amin'ny fondation. Ho hitantsika ny mety hanampiana anareo amin'izay. Izay ny ataonao hoe FIS, nizanizy faritra Arovana manana mpitantana dia afaka manatona. Ny fitaovam-pamatsiana faharoa dia ny ataonay hoe FARA na Fonds d'appui au renforcement des aires protégées. Io indray ho an'ny izay ianareo mpitantana amin'ny faritra Arovana ka mila fanampiana toko amin'ny teny frantsay hoe ponctuel. Ohatra hoe mila mamita PAG, ohatra hoe mila efa tsy mietrana eto anao misy ilaina tapaka ny fanatsarana manuel de procédure. Ohatra koa hoe misy zavatra isan-karazany azy mikasika ny fanamafisana ny fitantanana ny faritra Arovana dia misy an'io fitaovana io koa ny ataontsika hoe FARA. Ka raha vao misy an'izay manao atsoavy koa zany androany momba n'io FARA io ka na FIS zany na FARA dia manatona ny fondation fa io dia fitaovam-pamatsiana natao ho anareo faritra Arovana ka ampiasao ilay fitaovana io satria ho anareo ilay izy. Izay angamba tsy ho ela fa momba ny webinaire androany dia ity webinaire ity dia ity ny voalohany ny webinaire ho karakarainy fondation. Izy zany nataontsika hoe les webinaires de la fondation. Ity voalohany ity dia mikasika ny ady amin'ny afo.
fa anyerinany arakaraka ny fahitantsika azy madio tsy ny olona amin'ny faritra rovina fotsiny no anaovako antsoavo fa zay rehetra tia ny zava-manan'aina eto Madagasikara dia manao antsoavo raha misy karazana webinaire karazana tematika zany tianareo resana koa dia ataontsika izany ka androany zany ambomba ny ady amin'ny afo no horesantsika ka tonga dia omeko amin'ny roda ndray ny fitenenana rehefa elaela ihany zay ny tenenako misaotra nareo. Merci DE. Je rebascule en français. Donc, directement direction dans la savane et les forêts galeries, c'est-à-dire les forêts en bordure de cours d'eau, d'Ibitz. C'est tout près d'un Tirabé, donc vers le sud de Madagascar, avec Monsieur Brice Finkli-Rakoudzaf de The Peregrine Sound. Il est project leader et chef de l'aire protégée Ibis, géré donc par Missouri Botanical Garden. Titulaire d'un DEA en biologie et écologie végétale, il a commencé à travailler en tant que gestionnaire d'aires protégées depuis 2013 dans la création et la gestion de l'aire protégée Presqu'île d'Apasndave, toujours district d'Ambans, c'est vers le nord de Madagascar, avant de rejoindre l'aire protégée Ibitsi en 2018. Donc, à vous la parole, Monsieur Brice. Oui, bonjour Rod, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on entend, oui. Ah oui, oui, ok. Et la présentation, est-ce que vous le voyez maintenant? Voilà. Oui. Oh oui. Alors, je m'appelle Brice Rakoudzaf, comme Rod vient de dire. Mais une petite correction, Rod. Je viens de Missouri Botanical Garden, pas de Peregrine Fund. Je propose que pour la présentation, je vais d'abord faire la présentation en français parce que j'ai préparé ça en français. Mais pour la discussion, on peut le faire pour les deux langues. Alors, une brève présentation de l'aire protégée Ibitz. Azafady Brice. Oui. Azafady Brice. So dia afaka manao partage écran ianao fa tsy hitanay les présentations. Ohatrany tsy mivoaka sa ataoko avy aty zany a? Zay vao mivoaka. Zay vao mivoaka. Ah oui? Ao, ataovy mode diaporama raha mety. OV? Non. À partir du début, peut-être il faut cliquer à partir du début, ça met décalage télé. C'est déjà à partir du début, mais peut-être qu'il y a un décalage. Il y a un décalage en Gambane. Alors, tu vas tirer. Ok, allez. Mais si... Attends qu'on veut tirer ça. Allô? Ohatrany tsy dia maninona izy zao. Tsy maninona? Ia. Ok, arrête. Efa mahita tsara zay? Ok, elle est pas. Ok.
Donc, l'aire protégée Ibit, comme je viens de le dire, c'est une aire protégée de 6136 hectares. C'est classé dans la catégorie 5 selon la catégorisation de UICN, c'est-à-dire un paysage harmonieux protégé. Et elle est à cheval entre 3 communes rurales dans le district d'Antirabi 2, région Vakna-Karaj. Et ce sont les communes Mananduna, ici Sanfuji et Alatsanainibit. Nous avions obtenu notre statut de protection définitive en 2015 et c'est matérialisé par le décret 2015-772. Et le mode de gestion, c'est la cogestion participative. Donc, on a une structure de gestion constituée par un comité de gestion, un comité d'orientation et de suivi au niveau régional, un comité de gestion au niveau communal. Et en dessous, on a les comités de DIN qui se trouvent au niveau Foukhtar. Du point de vue biodiversité, écosystème, il est à noter que l'aire protégée Ibit, c'est surtout une aire protégée qui a une richesse plutôt floristique que faunistique. Donc, nous avons un taux d'endémisme de 76% avec 24 espèces endémiques locales et 55 espèces connues seulement de 2 à 5 localités. Les types d'écosystèmes qu'on peut y rencontrer, on a la végétation saxicole, on a aussi les bois de tapia, on a majoritairement la savane et quelques hectares de forêt-galerie. Du point de vue géologique, le massif est majoritairement constitué par du quartzite. Et du coup, cette formation géologique donne l'aspect à l'aire protégée. Cet aspect rocailleuse donne naissance à un paysage très rocailleux qui fait aussi l'unicité de ce massif. Et du point de vue socio-culturel, le massif d'Ibit constitue une sorte de réservoir d'eau pour les habitants, mais aussi abrite beaucoup de sites culturels. Par rapport au contexte, par rapport à la gestion de feu à Ibit, à partir de plusieurs années de recherche, nous avions pu mettre en évidence nous avions pu prendre quelques conclusions par rapport au feu à Ibit. Et premièrement, nous avions constaté l'existence de feux sauvages depuis une décennie et jusqu'à présent, nous constatons encore ce type de feu sauvage. Donc, c'est carrément du feu naturel. Et nous avons aussi constaté qu'il n'y a pas un grand changement par rapport à la couverture de certaines formations ligneuses dans l'aire protégée, notamment la forêt-galerie et le bois de tapia, depuis plusieurs décennies malgré l'existence de feux. Donc, il n'y a pas une diminution, il n'y a pas aussi augmentation de cette surface. Donc, il y a quelque chose qui mérite une clarification. Et la réalisation de feux précoces pourrait être avantageux pour certaines espèces parce que l'aire protégée Ibit est dominée par la savane. Nous avons beaucoup d'espèces savanicoles, nous avons beaucoup d'espèces pyrophytes qui ont besoin de feu pour leur régénération, pour leur bien-être. Donc, le problème à Ibit, c'est pas tout à fait le feu tel quel, mais c'est la mauvaise gestion de feu. Donc, c'est pour ça que nous avançons ici que la nécessité pour l'aire protégée Ibit, c'est pas tellement
la lutte contre le feu, mais plutôt la gestion du feu. J'ai mentionné aussi ici que le feu est une source de problème à deux plans, parce que trop de feu cause des dégâts sur les écosystèmes et les espèces, mais aussi un zéro feu augmente le risque de feu. Je vais expliquer ça tout à l'heure au cours de la présentation. Notre vision par rapport au feu, nous avions une vision sur le feu basée sur diverses recherches scientifiques, mais aussi basée sur l'analyse d'images satellites de dizaines d'années dans l'air protégé. Il y a aussi la considération de la compétence de la communauté locale, parce que la communauté locale détient beaucoup d'informations par rapport au feu dont nous ignorons, nous gestionnaires. Et il y a aussi les produits des patrouilles de suivi et des expériences que nous avions menées au cours de 3 années. Donc, à partir de cela, nous avons instauré des outils qui nous servent de base pour la prise de décision en termes de gestion de feu. Et là, nous voyons ici quelques exemples que nous allons voir encore tout à l'heure. Là, dans cette présentation, nous avons ici en haut à gauche, le premier outil, c'est la carte de fréquence de feu dans l'air protégé pendant 17 ans. Donc, c'est issu de l'analyse d'images satellites des points de feu dans l'air protégé pendant 17 ans successifs de 2000 à 2017. Et nous voyons clairement que nous avons les zones plus en rouge intense. Ça, ce sont les zones les plus impactées par le feu pendant 17 ans successifs. Et nous avons ici les parties claires, les zones qui n'ont jamais été touchées par le feu. Donc ça nous donne déjà des informations par rapport aux zones d'attention, par rapport au feu dans l'air protégé. Et parallèlement, nous avions effectué avec la communauté locale des réunions, des consultations pour savoir les zones d'accès des feux, parce qu'en général, les feux anthropiques, ça entre depuis la périphérie de l'air protégé vers l'intérieur. Donc, la communauté locale sait très bien où sont les zones de passage de ces feux vers l'air protégé. Donc, nous avions effectué des descentes conjointes avec la communauté locale pour identifier, pour géolocaliser ces zones. Et nous avons ici en vert, voilà, nous avons ici en vert dans cette carte les zones, ici en vert clair, les zones d'entrée de feu dans l'air protégé. Et quand nous avions superposé ces zones identifiées par la communauté, nous étions vraiment surpris de voir que il y a une concordance, il y a une corrélation entre les zones identifiées par la communauté et les zones les plus touchées par le feu dans l'air protégé Ibiti. Et là, nous avions appelé communément avec la communauté locale ces zones TT-ZACAF, parce que ça permet le passage de feu entre la périphérie et l'air protégé. Donc, en termes de gestion de feu, nous avions considéré ces zones comme zones stratégiques pour la gestion de feu dans l'air protégé. C'est ça. Voilà pour l'explication un peu technique, mais par rapport aux activités, de gestion de feu,
Il n'y a pas d'activité spéciale dans l'air protégé Ibit, mais on pratique les mêmes activités, mais nous avions plutôt fait attention dans la réalisation des activités pour ne pas faire des activités de routine. Donc, par rapport à l'activité de sensibilisation, nous pratiquons la sensibilisation à 3 niveaux. Au niveau des Fuktan, il est à noter que nous avons 10 Fuktan autour de l'aire protégée. Et là, spécifiquement, nous avons décidé de collaborer avec la gendarmerie pour, pour avoir beaucoup plus d'assistance et beaucoup plus d'attention de la part de la communauté locale, parce que la gendarmerie a cette méthode de dire à la communauté que lors des réunions communautaires, toutes les personnes âgées de 18 ans doivent assister à la réunion. Brice a été coupé. Je crois que Brice a été coupé. Il est possible qu'il y ait un souci avec sa connexion, mais peut-être qu'on va directement passer à la seconde présentation et puis après, il reprendra après. Donc, j'ai invité le docteur Pruvot-Yvolin à prendre la parole. Oui, mais merci de m'avoir donné la parole, Rhoda. Ok. En attendant que... Oui, oui, très bien. Je vais vous présenter brièvement docteur Yvolin. En attendant, si Riri peut couper le partage d'écran de Brice afin que le docteur Yvolin puisse partager son écran. Donc, il est responsable du site air protégé de Manjous, géré par The Berry Green Farms, cette fois-ci, depuis 2021. Diplômé d'un doctorat en biologie animale, spécialité ornithologie en 2020. Monsieur Yvolin gère et opérationnalise les activités de l'aire protégé Manjous, telles que les recherches et suivis écologiques, ainsi que les activités liées à la communauté locale. Donc la parole est à vous, docteur. Oui, merci de m'avoir donné la parole. Je vais donc tout d'abord partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran, Rhoda? Oui, Oui. Oui, on voit votre écran. Mais par contre, il n'est pas en diaporama, mais c'est pas grave. Ah bah là, ça marche. Plus ou moins. Plus ou moins, mais c'est pas grave. Bon, allez-y, présentez tel quel, hein, c'est pas un souci. Hein? Il n'est pas en diaporama, mais présenté tel quel. Vous pouvez commencer, pas grave. Je vais essayer de bouger. Voilà, c'est parfait. Voilà, oui.
Tout d'abord, au nom des Pérégrines Fonds, nous transmettons toutes nos condoléances à l'organisation Madagascar National Park pour le décès de leur directeur national. Voilà, c'est un grand honneur pour moi de représenter le Pérégrine Fonds aujourd'hui sur ces webinaires. Et à cet effet, au nom de notre directeur national ainsi que de tout le staff de TPF, je tiens à remercier la Fondation de nous avoir invités à participer à ces webinaires. Notre intervention donc se porte sur la mobilisation et le rôle des communautés locales dans la lutte contre les feux. Et pour cela, nous allons prendre le cas des aires protégées complexes Manamboulmat et Mandrouzou que nous gérons. Je vais donc pour commencer mon intervention par une brève présentation des aires protégées complexes Manamboulmat et Mandrouzou. Comme nous le voyons sur ces cartes, ces deux aires protégées donc, se trouvent dans la région Mille. Et pour l'aire protégée complexe Manamboulmat, elle se trouve dans le district d'Ansalou et elle est à cheval entre trois communes rurales qui sont les communes rurales d'Ansalou elles-mêmes, communes de Tangaï et de Matsori. Et pour l'aire protégée Mandrouzou, elle se trouve dans le district de Métran et elle est aussi à cheval entre trois communes rurales d'Andanvo, de Tambouran et de Virmang. Ces deux aires protégées sont des paysages harmonieux protégés, c'est-à-dire qui correspondent donc à la catégorie 5 de l'UCN. Pour l'aire protégée complexe Manamboulmat, elle couvre une superficie de 62 745 hectares, tandis que l'aire protégée Mandrouzou a une superficie de 15 147 hectares. Le mode de la structure de gestion de ces deux aires protégées sont plus ou moins les mêmes, c'est-à-dire elles sont donc gérées par des Pérégrines Fonds avec des COBA et une plateforme de gestion. Il est important de signaler ici que dans ces deux aires protégées, à part les écosystèmes humides tels que les lacs, marécages et rivières, on trouve aussi des écosystèmes très sensibles au feu, comme les forêts denses sèches, des savanes et des forêts de palmiers pour le cas de l'aire protégée Mandrouzou. Vu donc la sensibilité de ces écosystèmes au feu, il serait donc très difficile de gérer les feux sans la collaboration et l'implication des communautés locales. La gestion des feux a donc pour objectif de maîtriser et réduire la propagation des feux dans les aires protégées. Et avant de parler donc de notre stratégie de lutte contre le feu, bon. Apparemment, c'est coupé encore une fois. Est-ce que... Docteur Pruvot, vous pouvez revenir rapidement? Oui, il est revenu. Au niveau de TPF, est-ce que quelqu'un sait s'il peut revenir rapidement ou pas? Non. OK. Donc, du coup, peut-être on va revenir à MBG, on va revenir à IBIT, s'il est prêt. Donc, tu peux repartager ton écran, Pri, s'il te plaît. Donc, on était sur la partie où tu disais que vous collaboriez avec la gendarmerie.
C'était le slide Si, d'après. on était là. On Exactement. était là. Hein. Oui, Oui. pour mobiliser les jeunes de 18 ans et plus. C'était ça. Ok. Donc, ça c'est par rapport à la sensibilisation au niveau des Fouktan. Et j'ai dit que ça, c'est la collaboration avec la gendarmerie, c'est dans le but d'avoir un maximum de présence, lors des séances de sensibilisation. Et au niveau commune, nous effectuons aussi la sensibilisation dans le marché, dans les plages de marché, pendant le jour du marché. Et ça, c'est en collaboration avec la direction régionale de l'environnement et du développement durable, et en collaboration aussi avec les maires des 3 communes et la gendarmerie nationale encore. Et au niveau du district, nous faisons la sensibilisation à large diffusion à travers des émissions radio. C'est OK jusqu'à maintenant, hein? On est là, on est là. OK. Et par rapport par rapport aux activités entreprises, nous effectuons aussi la patrouille communautaire, mais la spécificité des patrouilles communautaires qu'on pratique à Ibit, c'est que nous avons choisi 5 personnes dans chaque Fouktan, donc une personne par îlot. Et nous avions organisé les Fouktan en 3 groupes. Donc, une personne représentant de chaque groupe de Fouktan monte dans le massif et reste là toute la journée pour identifier les sources potentielles de feu autour de l'aire protégée. Donc, nous avons 3 zones stratégiques pour l'observation de ces feux-là autour de l'aire protégée. Donc, les rôles des TILNAF, donc c'est carrément comme des sentinelles de feu. Et toute la journée, ils ne font que observer toutes les sources potentielles de feu par rapport au, Je vous prie d'excuser toutes. Il y a des soucis techniques apparemment sur Zoom. Donc, je vais arranger avec Brice pour qu'il puisse terminer sa présentation parce que je pense que Pruvot vient de se rendre compte que on l'entend pas du tout, en fait, qu'il a été coupé. Donc, une pause de 2 minutes, s'il vous plaît.
Ok, on va reprendre et on va poursuivre directement avec MNP. Est-ce que Aro, vous êtes prêt? Oui, Mayeno, Beno. Oui, Maënois. Ok. Ok. Tu peux commencer Ok, je à suis prêt partager dans- ton écran, s'il te plaît. Et je vais introduire rapidement. Donc, monsieur, à la base, ça devait être donc monsieur Ariane Léon Angie Laïsa, qui devait prendre la parole, Razaf Jalaïs, pardon, qui devait prendre la parole. Il est le directeur des opérations de Madagascar National Park, mais il a été retenu pour les circonstances que vous connaissez. Donc, on a quand même un expert des aires protégées avec nous à la place, monsieur Haro Razonariv. Parce qu'il a été de 2006 jusqu'en 2016 directeur des aires protégées, notamment de Zombice Fouibassi et du parc national Issal. Aujourd'hui, il est chargé des opérations de Madagascar National Park. Donc, à vous la parole. Ok, bonjour à tous. Merci, Rhoda, de me donner la parole. En fait, je m'excuse, vous avez déjà excusé notre directeur général par intérim et mon intervention. Donc, je fais à l'hommage de notre directeur général, Mambra Koutoazon. Est-ce que vous m'entendez très bien? Très bien. Donc, ok, pour commencer, donc, la gestion de feu. La gestion de feu dans les aires protégées. Il y a des micros qui... Pour commencer, donc, la gestion de feu de Madagascar dans les aires protégées de Madagascar National Park. En fait, pour nous, hein, parce qu'on a entendu, c'est ce que Ipit et Pérégrine a fait tout à l'heure. Donc, ce sont tous des aires protégées dans la zone, dans le forêt sèche ou des forêts, par exemple, pour Ipit, c'est forêt sclérophylle. Forêt sclérophylle, donc, mais pour nous, c'est surtout pour dans les cas de feu dans les aires protégées, dans la forêt dense humide. Donc, pour commencer, tout d'abord, pour nous à Madagascar, donc, selon le texte, hein, c'est selon l'ordonnance 60-127, donc le feu de brousse à Madagascar est caractérisé en deux types de feux. Le feu de défrichement, donc vous savez, nous avons tous ce qu'on parle de défrichement, et le feu de végétation. Le feu de végétation, donc c'est le feu de culture ou feu de nettoiement, donc pour la culture, le feu de pâturage. Et en dernier, c'est le feu sauvage. Mais il y a encore d'autres, il y a aussi d'autres feux, hein, mais ce n'est pas dit dans le texte, mais le feu naturel comme il y a dans le parc national d'Issal, par exemple, on a toujours des feux de foudre dans le parc parce que le grès ferrugineux dans le parc, donc, qui attire beaucoup de foudre qui provoque des feux, hein, dans le parc. Donc, et quelquefois, il n'y a pas de pluie, la pluie ne suit pas la foudre, donc il y a des propagations de feu. Donc, pour nous, la stratégie, donc c'est la détection de feu. Ça, c'est un schéma général pour la gestion de feu pour Madagascar, la stratégie de gestion de feu pour Madagascar National Parks. Mais moi, je veux parler un peu de ce... Parce que quand on parle de feu, donc, hein, l'essentiel pour la gestion de feu, c'est surtout quand on agit au moment bien opportun. C'est l'action
au bon moment. Donc, quand on parle de feu, donc c'est la stratégie. Donc, pour nous, c'est basé sur ça. Donc, on a tous les directeurs de parc et les responsables des conservations dans les aires protégées. Donc, pour nous, c'est inscrit sur le FAIRcast ou le FAIRalert. C'est un système, c'est un suivi satellite. Donc, on a reçu des suivis, des mails quand on est inscrit dans le système. Donc, on reçu des mails des mails pour constater qu'il y a des feux dans un endroit ou un autre. Donc, c'est le FAIRcast ou le FAIRalert. Donc, c'est pendant la période de feu, donc les gestionnaires consultent tout le temps ce logiciel, ce suivi satellite pour savoir s'il y a des feux déclarés dans le parc ou à l'extérieur, mais tout proche du parc. Donc, ce sont des renseignements reçus par satellite. Donc, mais à part ça, donc, pour nous, il y a toujours il y a aussi le patrouille des quais de feu et surtout les quêteurs de feu, donc qui nous donnent des renseignements qu'il y a des feux dans le parc ou à l'extérieur, mais tout proche du parc, qu'il faut intervenir rapidement, par exemple. Donc, c'est ça qu'on a des renseignements pour intervenir, pour assurer la lutte feu après. Donc, mais s'il y a mais nous aussi, hein, parce qu'on a parlé tout à l'heure de ce système, donc, fait Madagascar, comme vous le savez, que Madagascar National Park, donc c'est le premier promoteur gestionnaire de réseau des aires protégées de Madagascar. Donc, on a des historiques, il y a 30 ans déjà, qu'on a géré l'aire protégée à Madagascar. Donc, on a des historiques de feu, si on parle de feu, par exemple. Et puis, on a créé, à partir de ces historiques des pressions, donc, si on parle de cas de feu, donc, on a développé un modèle d'analyse multivariable, donc, pour gérer le feu, pour avoir un système d'alerte précoce. Ce modèle, donc, multivariable, ce n'est pas uniquement la fréquence de feu dans la région, mais on a intégré le climat, par exemple, la démographie, les occupations, les occupations de sol, les activités, la topographie, la fréquence du feu, et puis tout ça, donc, nous donne après l'analyse, donc, chaque aire protégée donc, peut avoir un carte de risque de feu. Ce carte, donc, a été distribué tous les ans. Donc, ici, nous, au niveau du siège de Madagascar National Park, donc, à partager au niveau de site avant l'établissement ou l'élaboration de son plan de travail annuel. Et c'est à partir de ça donc, qu'il va orienter les activités ou les stratégies à faire pour l'année prochaine pour la lutte, la gestion de feu dans les aires protégées. C'est ça, donc, donc si on parle de feu, donc il y a pour nous, Madagascar National Park, donc il y a la lutte préventive d'abord. La lutte préventive, donc c'est à partir de ce cas de risque de feu dans les aires protégées que nous avons élaboré, donc, et distribué, dispersé au niveau de site. C'est à partir de ça, donc, que chaque aire protégée qui va développer des stratégies pour la lutte, pour la préparation de la période de feu. Par exemple, pour la période de feu, donc, il y a beaucoup de différences par aire protégée. Par exemple, pour le cas de Tsing de Bemara, par exemple, le pic de feu
ça commence à partir du mois d'avril. Et pour le cas si je parle du cas de Parc national Lissal, par exemple, le pic de feu, c'est à partir du mois de septembre, octobre. Donc, il y a d'autres pics de feu aussi. Par exemple, si on parle de parc Carafanskia, par exemple. Donc, c'est à partir de ce carte de risque donc, que chaque gestionnaire, chaque hypothèse prépare la période de feu. Donc, c'est à partir de ça donc, qu'on a préparé la période de feu. Donc, pendant la lutte préventive, donc, toutes les activités que Madagascar National Park a menées dans les hypothèses. Donc, c'est surtout pour c'est pour la conservation de la protection générale. Donc, si le feu et la pression dans les hypothèses, donc c'est pour diminuer le feu ou pour qu'il n'y a pas de feu dans les hypothèses. Donc la gestion, la lutte préventive, donc comme activité, donc on a renforcé la période, la patrouille dans les aires protégées, par exemple, avant la période de feu, par exemple, on va créer, par exemple, des pistes d'accès. Si en cas de feu, par exemple, ouvrir les pistes d'accès ou entretenir les pistes d'accès. Si, par exemple, il y a des feux déclarés dans le parc, donc l'accessibilité ou l'intervention pour éteindre le feu, donc c'est très rapidement. Donc, on est obligé donc d'ouvrir les pistes d'accès dans les aires protégées. Ça fait partie de notre activité préventive. Et l'installation des pare-feux, par exemple, ça fait partie de la lutte préventive, par l'installation du pare-feu. Il y a aussi des repérages des points d'eau qui peuvent être utilisés pendant la lutte feu, par exemple, mais s'il n'y a pas de point d'eau, donc dans l'aire protégée, on a installé des impluviums avant la période de feu. Donc, on va vérifier si l'impluvium est bien rempli d'eau ou sinon on va le réparer avant même et puis de remplir si la pluie déjà, s'il n'y a plus de pluie pour le remplir. Donc tout ça, donc ça fait partie on fait des sensibilisations à tout ça. Ça fait partie de notre activité des sensibilisations parce que, par exemple, si on parle de feu de foudre, donc c'est pas de feu de foudre, mais feu de pâturage. On a évalué les cahiers de charges. On va mettre en place des cahiers de charges pour les éleveurs de zébus aux alentours des aires protégées, parce que quelquefois, dans les aires protégées, il y a les zébus sont autorisés dans le parc. Par exemple, si on parle de cas de Lissal, si on parle de cas de Soumtsafoupassi, par exemple, donc on est obligé donc d'avoir un cahier de charges avec les gestionnaires de parcs. Donc ça fait partie de tout ce qui est gestion, lutte préventive. Donc ça, donc c'est la lutte préventive. Si c'est en cas de feu déclaré, donc on va mobiliser tout de suite notre première intervention. C'est les brigades de feu. C'est les brigades de feu qui va intervenir en premier lieu et après donc le renfort qui va suivre la brigade pour renforcer la lutte si le feu n'est pas éteint. Donc c'est à peu près comme ça qu'on a organisé pour la gestion de feu dans les aires protégées. Et après le feu, donc si le feu est éteint, donc on va faire l'évaluation des dégâts et puis on va faire le reporting auprès de l'autorité compétente, c'est le DRED ou c'est le chef CED, le chef cantonnement, et puis on va porter plainte, puis c'est l'investigation après, donc pour identifier l'auteur
de feu. Donc, à peu près, c'est ça. Donc, ça, c'est juste ce sont les données que nous avons utilisées. Donc, je vous montre ce graphe. Donc, c'est les données que nous avons utilisées pour l'établissement de systèmes d'alerte précoce dans les aires protégées. Donc, vous savez, il y a ici, c'est le feu à l'extérieur, donc qui est le point de feu à l'extérieur du parc, donc en rouge, et puis les points de feu dans le noyau dur, les points de feu dans la zone de protection et dans la zone de tampon, donc c'est en vert. Donc, le cartes à risque de feu, donc je vous présente ici, les cartes à risque de feu, donc c'est les zones les plus foncées, donc qui est en rose ou en rose foncé, donc qui est la zone les plus à risque, et les zones en fer. En fer, donc c'est la zone là où il y a beaucoup de biodiversité. En fait, c'est à peu près ça la présentation que j'ai préparée et je vous remercie. Merci beaucoup, Arve, et félicitations parce que la présentation a pu se terminer jusqu'au bout. Se terminer jusqu'à la fin. Oui, merci beaucoup. Moi, je retiens surtout qu'il y a des outils aussi, en plus des techniques et de la participation communautaire, il y a aussi des outils sur lesquels il faut se doter pour pouvoir gérer efficacement les feux. Si Dr Pruvot est prêt, je pense est-ce que vous pouvez partager votre écran directement, Dr Pruvot, et comme il nous reste... Si vous pouvez oui, être assez bref, puisque le temps qui nous est imparti, il nous reste très peu de temps. Merci. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, très bien, on le voit très bien. Voilà. Voilà, je continue donc mon intervention. Pour nous, donc, comme pour toutes les autres aires protégées, l'objectif sont donc de maîtriser et réduire la propagation des feux dans les aires protégées. Et parmi les approches que nous avons utilisées, la mobilisation communautaire tient une place très importante, étant donné que les communautés locales, jouent un rôle considérable dans la lutte contre les feux et elles sont parfois même les auteurs de feux par leur pratique de culture itinérante sur brûlis, des renouvellements de pâturages et de collecte des miels sauvages et dans certains cas par le mécontentement social. Et ce mécontentement social donc, est souvent lié aux événements comme les crises politiques et sanitaires. Mais avant de partager avec vous donc, les approches que nous avons adoptées pour la lutte contre les feux, j'aimerais juste vous présenter brièvement l'évolution du nombre de points de feu dans les aires protégées que nous gérons dans l'ouest de Madagascar durant les 5 dernières années, comme on voit sur ce tableau. Et donc, en voyant ce tableau et compte tenu de la situation géographique de ces AP qui se trouvent dans la partie ouest, avec des écosystèmes qui sont très sensibles au feu, nous pouvons donc dire que nous avons obtenu quand même des bons résultats dans la lutte contre les feux, car on constate une nette diminution du nombre de feux, et ceci donc grâce à la collaboration et l'implication effective des communautés locales. Notre approche s'est donc basée sur la conscientisation, motivation et responsabilisation des communautés locales. Et pour cela, nous avons combiné les activités de sensibilisation, d'information, d'éducation et communication, des vulgarisations des textes et des lois en vigueur, suivies de la mise en application des lois et règlements en cas
d'infraction et d'accompagnement de la population locale dans la lutte contre les feux. Nous allons donc voir directement les bonnes pratiques que nous avons adoptées pour la mise en œuvre de ces différentes activités. Pour l'ISR, des supports comme les posters et films sur la nuisibilité des feux et reportages sur les bienfaits des actions de conservation ont été utilisés. À noter que les sensibilisations ont été effectuées régulièrement par l'équipe des TPF souterrains avec les membres des COBA et de la plateforme de gestion, et aussi par les services techniques comme la DREDMail. Et pour l'année 2021, par exemple, nous avons pu appuyer 6 descentes de la DREDMail pour la sensibilisation contre les feux dans plusieurs villages au sein et au périphérique de l'aire protégée Mandouzi. Et les vulgarisations de textes, lois vulgaires et dispositifs réglementaires contre les feux, ainsi que le rappel des chartes de responsabilité de chaque partie prenante sont également faits durant les séances de sensibilisation. Le point important, c'est qu'à la fin de chaque séance de sensibilisation, un PV de sensibilisation a été établi et signé par les représentants des communautés locales, les partenaires techniques et TPF. Ceci a pour objectif d'obtenir et de formaliser l'engagement des communautés locales pour leur participation effective dans la lutte contre les feux. Nous avons donc utilisé 2 types d'approches des communautés de la mobilisation communautaire. Il s'agit donc de mobiliser d'abord les membres des COBA et de la plateforme de gestion, et aussi de mobiliser les villages tout entiers. Et l'application de ces 2 types de mobilisation dépend donc des activités entreprises. En général, nous avons donc adopté 2 types de mobilisation, comme je disais tout à l'heure. Et pour la mobilisation des membres des DOI, leur mobilisation donc est liée à leur rôle et statut d'éco-gestionnaire et représentant des communautés locales. Ils sont donc impliqués dans diverses activités de lutte préventive et actives contre les feux, avec l'accompagnement des agents de terrain de Périphérique sur place. Par exemple, pour la complexe Manamboulmat, les membres de CFL assurent en moyenne 57 séances de patrouille par trimestre. Et pour le cadre de la complexe Mandouzi, les 30 pour femmes, c'est-à-dire une structure de lutte contre les feux équivalente à CFL pour le cas des complexes Manamboulmat, arrivent à faire 3 à 4 fois par semaine des patrouilles. Et ces membres des DOI sont aussi impliqués lors de la vérification sur site des points de feu obtenus à partir des services utilitaires. Ils contribuent également à la mise en place des parafeux et de la sensibilisation entre les villageois. Pour les communautés locales, qui sont donc liées pour la mobilisation villageoise, nous avons donc souvent appliqué l'approche tam-tam. Et avec la collaboration des autorités locales et des leaders traditionnels. Et une coordination de toutes les activités de mobilisation est donc assurée par l'équipe de TPF et des membres de VOI avec les autorités locales. Afin de mobiliser les villageois donc, dans la lutte contre les feux, en plus de la sensibilisation, nous avons aussi adopté une autre approche. Par exemple, nous organisons chaque année des événements comme le jeu de Mandoujou ou le jeu de Timim, qui attirent donc beaucoup de participants de tout genre. Et tous les participants à ces jeux, donc, comme les joueurs de foot, les associations féminines, sont invités à participer à la mise en place et entretien des parapluies
et entretien et nettoyage des zones de reboisement. Par exemple, en 2019, 10 équipes de football masculin et 5 équipes de football féminin et 10 groupes de folkloriques, soit donc au total 500 personnes participant au Jeux de Mandejou ont été mobilisées dans la mise en place et entretien des parapluies. Pour la lutte active, grâce à la collaboration avec les leaders traditionnels et les autorités locales comme les chefs montagne, les habitants de chaque village le plus proche de chaque point de feu donc, ont été mobilisés pour l'extinction de feu en cas d'existence de celui-ci. Et pour faciliter donc la mobilisation villageoise, nous avons fait des appuis logistiques comme le transport des équipements et matériels. À noter que des adductions d'eau ont été mises en place dans les villages à proximité des forêts, comme par exemple dans les villages d'Andranbo, Manapapé pour le cas de l'air protégé Mandejou. Et l'existence de ces adductions d'eau contribue également dans l'extinction des feux en cas d'existence de celui-ci. Voilà donc en gros l'essentiel de notre intervention, mais j'espère pouvoir apporter plus d'informations et de précisions complémentaires si nécessaire lors de notre échange. Et sur ce, donc, je termine mon intervention. Merci. Merci. Merci, Pruvot. Effectivement, les communautés sont primordiales pour aussi bien dans la prévention des feux que dans la lutte active quand les feux se déclarent. Donc, je ne sais pas si Brice est prêt ou pas. Je suis encore là. Tu es encore là. Ok, donc la présentation, oui. Je vais le faire de mon côté. Oui, oui. Tu as reçu la présentation que je t'ai envoyée? Il est là. Il est là. Oui, oui, je vais le faire de mon côté. Donc, si tu peux être quand même le plus bref possible pour qu'on puisse passer aux discussions. Donc, en fait, je suis déjà proche de la fin. Oui. Bon, voilà. Nous étions là. Là. Ok. En fait, là, je pense que j'en ai déjà fini avec la sensibilisation, Rod. Mais passons à la slide suivante. Activité entreprise. Oui, oui, et slide suivant. Oui. Voilà. Par rapport aux patrouilles communautaires, et voilà, je pense que je me suis arrêté là. Donc, c'est ce type de... suivant. Le prochain slide. Le prochain diapo, s'il te plaît. Je pense qu'il y a un décalage, mais si tu peux me dire le titre du diapo. C'est la réalisation de feux précoces. Voilà, on est là. On est là, c'est ça qui apparaît actuellement. Oui, maintenant oui. Donc, c'est là par rapport à la réalisation de feux précoces dans des zones stratégiques de la paix. On s'est basé des informations qu'on a obtenues avec les différentes analyses cartographiques que nous avions fait et avec les différentes suivis que nous avons fait pendant à peu près 3 ans de suivi. Donc, premièrement, le feu précoce peut être de double utilité. Premièrement, comme feu d'entretien. Deuxièmement, comme pare-feu. Parce que comme feu d'entretien, ça améliore la régénération naturelle des différentes espèces de la savane et qui la plupart ont besoin de feu pour la levée de dormance de leurs graines.
Et ça aussi contribue à l'élimination des plantules des espèces envahissantes et surtout le pin qui constitue un problème, un grand problème pour les protéger actuellement. Comme pare-feu, la réalisation de feux précoces diminue la quantité de biomasse dans l'écosystème. Et comme on dit, plus de biomasse, c'est plus de graminées, c'est plus de biomasse. Et plus de biomasse, avec plus de biomasse, on aura plus de feu. Donc, la réalisation de feux précoces prévient le feu tardif qui est vraiment très dévastateur. Et c'est d'ailleurs le cas de la plupart des feux dévastateurs à Madagascar. Slide suivant. Je pense qu'on est allé trop loin. On est dans la caractéristique des feux précoces maintenant, Rod. Donc la période de réalisation des feux précoces, c'est entre la saison de pluie et entre la fin de la saison de pluie et le début de la saison sèche. Il y a 3 facteurs principaux qui rend le feu précoce plus favorable que le feu tardif. D'abord, étant donné que ça a lieu à partir du mois d'avril jusqu'au mois de juin, donc nous savons que ces 3 mois-là, ce sont les 3 mois les plus froids de l'année. Donc, avec le feu précoce se déroule avec une très faible température externe. Et étant donné que c'est entre la saison de pluie et la saison sèche, donc l'humidité de la biomasse est encore moyenne. Donc la biomasse n'est pas encore trop sèche. Et le vent aussi, le régime de vent, ça compte beaucoup aussi dans les conditions de combustion. Donc le vent à cette période-là est encore faible par rapport à la période qui va suivre. Ce qui fait que la réalisation, le feu précoce est réalisé avec une faible température de combustion et plus facile à maîtriser. Donc, c'est beaucoup plus favorable à la régénération naturelle de ces espèces parce que ça ne risque pas de griller les graines, les stocks de graines dans la savane. Nous avions effectué plusieurs essais de réalisation de feux précoces. Et là, maintenant, je vais terminer ma présentation avec le partage d'expérience par rapport à la réalisation de ce feu précoce dans une zone de l'air protégée. Donc, nous avions commencé par l'identification de la zone stratégique à partir des informations issues de la communauté locale. Et nous avions... Est-ce que tu peux revenir dans la partie où il y a la carte, Rod? Slide 11. Slide numéro 11. S'il te plaît. Est-ce que c'est OK? Oui, c'est OK. On est dans la partie où il y a la carte. Hein? Oui, l'identification des DT en carte. Ah oui, parce que de mon côté, il y a un grand décalage. Donc, on est parti de cette carte-là, cette carte de superposition des ponts de feu avec la carte de fréquence de feu pour identifier les zones d'emplacement. Et comme nous voyons dans la photo en dessous, il y a vraiment une formation géologique qui permet le passage de feu depuis l'extérieur vers l'intérieur. Slide suivant. Donc, dans le slide suivant, là, avant de réaliser le feu précoce, nous avions effectué une demande d'autorisation de mise à feu auprès de la DRED. Et avant toute réalisation de feu précoce,
nous effectuerons d'abord une séance de sensibilisation pour bien informer la communauté locale que le feu précoce n'est pas le feu précoce est réalisé avec des objectifs bien définis. Et une de ces objectifs-là, c'est la lutte contre le feu tardif qui est plus difficile à maîtriser tant que pour le gestionnaire que pour la communauté locale suivant. Donc, avant toute la réalisation, nous avions aussi effectué un encadrement technique. Nous avons précisé, encore une fois, avec la communauté locale, l'objectif. Nous avons expliqué à la communauté locale les techniques qu'on va adopter et les précautions qu'on va prendre. Et slide suivant, nous avions procédé au nettoyage des bordures de la parcelle TC. Donc ici, la partie nettoyée sera de 5 mètres. 5 mètres de part et d'autre de la parcelle. Et la largeur de la parcelle TC est de 50 mètres. Donc là, on va essayer de brûler 50 mètres, une surface de 50 mètres fois 100 mètres. Donc, c'est une parcelle, une unité de parcelle dans la réalisation de feux précoces. Et slide suivant. Et voilà la réalisation de feux contrôlés avec toute la communauté locale qui maîtrise le feu dans les bordures. Et je finis la présentation avec le résultat final. Comme vous voyez, le dernier slide, numéro 16, comme vous voyez, nous avions là une forme parfaite après la réalisation de feux précoces. Donc, l'idée, c'est de faire cette sorte de feu à une longueur de 1 km ou quelque chose comme ça. Et nous avions déjà effectué le nettoyage pour cette année. Malheureusement, je n'ai pas encore de photos pour le pare-feu brûlé parce que la période de réalisation va être ce mois de juin. Une chose à préciser, à partir de ces stratégies, nous avions pu obtenir comme résultat le zéro feu pendant 3 années successives. Mais du point de vue gestion de l'air protégé, ce n'est pas le meilleur résultat attendu parce que un zéro feu dans l'air protégé, ça entraîne une accumulation massive de la biomasse de graminées. Donc, les années à suivre, les années qui vont venir, on est vraiment en état d'alerte par rapport au feu parce que dès qu'il y aura du feu, ça va vraiment être de la galère de gérer le feu. Donc, c'est pour ça qu'on mise sur la réalisation de ces feux précoces pour entretenir la biomasse dans la savane et pour prévenir l'arrivée de ces feux tardifs qui est vraiment un grand problème. Voilà pour mon intervention. Merci d'avoir patienté à ces différentes coupures. C'est tout. Allô? Hein? Ok. Ok. Merci beaucoup, Brice, pour cette présentation très imagée. Et c'est aussi une méthode un peu différente. Hein. On parle vraiment pas de lutte contre le feu, là, c'est de la vraie gestion de feu que vous faites. Et vous le prenez comme plus une force qu'une menace. Comme on a largement dépassé le temps,
Je prierai donc aux différents intervenants de répondre aux questions dans le chat si vous le pouvez. Sinon, on le mettra également dans le compte rendu. Par contre, on va prendre quand même 2 questions et j'invite les intervenants à prendre la parole dessus. 2 questions qui, je pense, sont à peu près pareilles. À partir de quels critères établissez-vous les risques de feu? Et le feu qui s'étale à grande échelle sont-ils des feux naturels ou anthropiques? On va peut-être commencer par A. Oui, merci, Ruth. En fait, les critères d'établissement l'établissement des risques des feux, donc c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure. Moi, je vais revenir sur les slides. C'est que il y a une modélisation mathématique que je peux pas y expliquer, mais une équation différentielle avec plurivariable que le mathématicien qui travaille chez nous qu'on a utilisé, donc, et on a utilisé les critères, les facteurs climatiques, par exemple, l'humidité, la température, parce que quand on parle de feu, par exemple, la température, c'est l'énergie d'activation c'est l'énergie d'activation de feu. Donc, il n'y a, il n'y a pas de feu, donc s'il n'y a pas d'énergie d'activation, donc la température, par exemple, qui va renforcer le feu, que le feu s'éclate, donc c'est qu'il y a toujours la température. La démographie, par exemple, si c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure, c'est que quand on parle il y a des GPU, par exemple, des pâturages des GPU dans les aires protégées, donc des activités, les activités démographiques aux alentours des aires protégées, qui est facteur qui fait déclencher le feu, l'occupation de sol, si c'est savane, si c'est savane arborée, et donc c'est le combustible, quoi. Quand on parle de feu, il y a toujours des combustibles. Donc, tout ça, ça fait partie de la topographie, par exemple, parce qu'on sait que la vitesse de feu est augmentée x3 si c'est sur une pente plus de 12 degrés, par exemple, au lieu de feu dans les pentes à 0 pente, par exemple. Donc, tout ça, donc, ça fait partie des calculs que les mathématiciens ont utilisés pour le risque, l'écart des risques de feu. Merci. Merci. On peut encore poser des questions? Excusez-moi. Oui. Peut-être une question pour Brice. Fatsou, si tu peux directement écrire dans le chat, ce serait mieux. Ah, ok alors. Oui. Une question pour Brice, particulièrement, comment avez-vous géré les feux pendant les confinements? Et si tu peux aussi introduire brièvement sur le workshop que MBG va organiser sur le feu. Est-ce que tu peux répéter, Rod, s'il te plaît? Je disais, il y a une question qui s'adresse à toi particulièrement sur comment avez-vous géré le feu pendant le confinement, les confinements,
Et est-ce que tu peux parler un peu très brièvement du workshop sur la gestion des feux que MBG va organiser? Ok. Alors, pendant le confinement, d'abord, je tiens à vous informer que nous n'avons eu aucun cas de feu dans l'air protégé pendant le confinement, contrairement à d'autres parties de Madagascar. Donc, le principal... il n'y a pas vraiment d'activité spectaculaire, mais c'est ce que j'ai dit. Les activités classiques de gestion de feu, ce sont ces activités que nous avons décortiquées et nous avions beaucoup plus fait attention dans la réalisation, dans les détails de la réalisation. Donc, par exemple, par rapport à la sensibilisation, la présence de la gendarmerie pendant les séances de sensibilisation, ça nous a beaucoup aidé pour expliquer à la communauté locale, pour convaincre la communauté locale. Mais autre chose aussi, hein, il y a cet aspect de feu précoce, parce que nous avions réalisé déjà trois feux précoces dans 3 zones. Et en général, si on regarde la carte de point de feu de Madagascar, on constate que autour de l'aire protégée Ipit, il y avait beaucoup de feux. Mais à l'intérieur de l'aire protégée Ipit, aucun de ces feux autour n'ont touché l'aire protégée. Donc, c'est grâce à cet effort de sensibilisation, effort de compréhension surtout de la communauté locale, et aussi cette réalisation de feux précoces qui ont tous arrêté des cas de feu. Donc, les trois feux précoces qu'on a réalisés ont tous fait leur travail. Et à part ça, il y a cette activité de Tilnafu qu'on a toujours continué. Donc, en général, il n'y a pas d'activité miracle ou quelque chose comme ça. Mais on a juste bien fait les activités comme il faut. Voilà. Ok, merci Brice. Donc, peut-être la question de Valsou, on va demander à Pruvot de répondre. Quel est le plus grand défi, brièvement, en termes de gestion du feu dans les aires protégées? Pardon, Rod, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? La question, c'est quel est le plus grand défi en termes de gestion des feux dans les aires protégées, brièvement? Oui, merci. Pour répondre à ces questions, donc le plus grand défi, c'est la gestion de l'explosion démographique dans le village ou communes aux alentours des aires protégées. Car les nombres de populations donc ne cessent pas d'augmenter, et ceci donc entraîne peu à peu les gens à étendre peu à peu leur habitation. Et si donc on ne prend pas des mesures adéquates avec la collaboration de tous les secteurs concernés, il serait donc très difficile de gérer l'expansion des feux dans une aire protégée. Car pour que ces personnes-là s'approprient d'un terrain, ils brûlent souvent une partie des forêts à la périphérie d'une aire protégée, et ce feu-là peut s'étendre vers l'aire protégée si
des mesures ou des pare-feux ont été mis en place aux alentours de ces aires protégées-là. Et pour moi, donc, l'explosion démographique, c'est le plus grand défi pour la gestion, aussi bien des faits que de l'aire protégée tout entière. Merci. Okay. Merci et merci à tous pour votre patience. Merci d'avoir été là, aussi à suivre ce webinaire. Pour le mot de la fin, je repasse la parole à notre directeur exécutif. Oui, merci Ruth. Finalement, tout le webinaire se fait en français et ce n'est pas grave, c'était à chacun de faire comme il le sentait. Et en tout cas, je remercie tout le monde. Comme je l'écris dans un petit mot dans le chat, nous sommes à votre service. Hein. Je parle de tous les partenaires que nous avons dans et autour des aires protégées. Nous sommes à votre service. Nous pouvons servir de courroie de transmission pour notamment les meilleures pratiques. C'est notre premier webinaire, donc nous nous excusons pour les différents problèmes techniques que nous avons rencontrés. Et il y aura sûrement une suite. Et je voudrais remercier non seulement ceux qui ont organisé avec moi ce webinaire, mais aussi remercier d'avance toutes les initiatives qui se font. Donc, je sais qu'un BG est en train de faire une initiative. Je loue aussi l'initiative de Alamine avec Vatchou, qui a fait vraiment un énorme travail. Et je voulais dire que la gestion des feux, donc je ne parle pas de lutte contre le feu, mais la bonne gestion des feux, nous ne pouvons le faire que tous ensemble. Donc, je vous remercie et au plaisir de vous revoir pour un prochain webinaire. Merci à tous.